Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors nous voici pour cette 5e vidéo et nous allons aujourd'hui parler des séances 10, 11 et 12 du protocole de psychothérapie positive. Nous avançons dans cette psychothérapie positive à grands pas. Oui, et puis du coup, je sais pas pour vous, mais nous au fur et à mesure que nous faisons cette formation, nous découvrons, nous apprenons encore des choses et nous travaillons encore sur nous-mêmes et même sur des sujets que nous avons déjà abordés dans d'autres formations ou d'autres livres au préalable. On se faisait la remarque avant de préparer cette vidéo qu'il était bon de se rappeler des choses qui nous semblaient tellement évidentes qu'on pense les avoir intégrées qu'au moment où on se repose la question, et bien finalement c'est toujours à travailler et voilà. Donc on espère que vous aussi ça vous permet de toujours vous remettre vous-même en question, même sur des thèmes que vous avez déjà connus, découverts, voire même pratiqués. Donc je me rappelle d'une phrase qu'on nous avait dit: restons enseignables quoi qu'il arrive, continuons à apprendre même ce que l'on pense que l'on connaît déjà. Donc voilà pour la petite introduction. Alors de quoi on a parlé les dernières séances pour resituer, à chaque fois c'est bien de resituer, tout comme on vous invite à le faire d'ailleurs au début de chaque rendez-vous. Donc la première séance. Voilà, donc la dernière fois on a vu un petit peu, déjà ils ont fait le bilan, donc vous avez fait au rendez-vous le bilan à mi-parcours thérapeutique. À la session 7, voilà. Séance 7. Voilà. Et après du coup on a abordé les deux grands thèmes, satisfaiseur et maximiseur, qui nous fait encore bien réfléchir, pour rien vous cacher. Et ensuite c'était la théorie de l'espoir, de l'optimisme et de la croissance post-traumatique. Donc voilà, tout ça vient d'être fait. La personne, là, revient à cette séance-là. Elle avait à faire l'exercice des portes que vous avez eu, vous aussi, fermées, sur les ouvertures sur les autres portes. Voilà. Donc, elle arrive. Maintenant, on sait, début de séance. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Oh, mais ça va très bien. Ça va de mieux en mieux. On soulève, on souligne tous les constats physiques, l'évolution, le sourire. On valorise tout ce qu'on peut percevoir comme évolution au fur et à mesure qu'on avance dans les séances. Ensuite, alors avez-vous fait l'exercice que vous aviez à faire pour la dernière fois? L'exercice des portes, on commente, on analyse, on traite, etc. Alors, est-ce que je peux partager du coup une expérience que j'ai vécue du coup hier? Parce que moi, au même titre qu'on apprend, qu'on vous propose d'apprendre avec nous sur cette psychothérapie positive, je la mets en pratique et hier justement j'ai eu l'occasion de revenir sur l'évolution. Et en fait, moi je suis partie de voilà ce que moi je vois à mon niveau, dans les faits, comment je vous vois et comment je vous perçois par rapport au premier rendez-vous. Et c'est la première fois que je le fais, que je m'autorise à le faire et j'ai vu que c'était très... elle m'a regardée, comme si vraiment elle prenait conscience de manière très forte que ah oui, j'avais pas vu tout ça en fait dans mon évolution. C'était très agréable à la fois pour moi en tant que thérapeute et à la fois pour elle en tant que coachée. Donc tout à fait, c'est ça. Voilà, on soulignait les évolutions qu'on peut constater en disant, comme tu l'as dit, voilà, c'est ce que moi je constate. Alors après, voilà, c'est vu de l'extérieur, peut-être que d'autres ont C'est ça, j'ai bien insisté là-dessus d'ailleurs. Moi, du coup, là, ça me fait penser à un rendez-vous que j'ai eu aussi hier, et où là, c'est la personne qui m'a dit: ah bah mon mari m'a fait la remarque qu'il voyait du changement et que du coup, c'était bien le travail que je faisais en ce moment. Et du coup, pour le coup, pareil, étant en train de faire la formation, j'applique vraiment les étapes du protocole et je me prends beaucoup de plaisir à tout tester encore et encore avec cette personne-là, et du coup c'est c'est aussi intéressant de leur demander est-ce qu'ils ont eu des retours sur le constat de leur évolution. Tout à fait. Donc là, plus ça va, plus il faut les amener à prendre conscience de ça, parce qu'on se rapproche de la fin quand même, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils aient conscience qu'ils sont autonomes et qu'ils vraiment, voilà quoi, ils ont vraiment avancé par rapport au début et maintenant ils peuvent continuer sans nous. Donc voilà, donc là, ok, ça y est, on est dans le cœur de la séance, donc la séance 10 du coup. Et aujourd'hui, le thème de la séance va être autour de la communication positive. Et constructive. Voilà. Quoi qu'il arrive, construire, c'est positif. Voilà. Donc du coup, la communication positive, selon les recherches de psychologie positive, sur quoi ça va se reposer? Il y a plein de techniques de communication et c'est pas une technique en elle-même en fait dont il va s'agir. Là, c'est à partir d'une recherche qui a été faite. Alors, qui est l'auteur de cette recherche, chère Adler? Shelly Gebel. Voilà. Shelly Gebel qui vient de Santa Barbara, en tout cas l'université de Santa Barbara, en Californie. Voilà, professeur de psychologie à l'université qui du coup a fait des recherches suivant un constat. En fait, elle est particulièrement intéressée par tout ce qui concerne le mariage, le couple et notamment les thérapies de couple. Et il s'avère qu'en fait, dans la plupart des thérapies, qu'est-ce qu'on fait en thérapie de couple? Vous-même, certainement, si vous avez déjà fait des thérapies de couple, à titre personnel ou à accompagner d'ailleurs, qu'est-ce qu'on
Par où on commence? Qu'est-ce qu'on s'attend à traiter en thérapie de couple? Là, spontanément, si je te dis tu dois faire une thérapie de couple, tu t'attends à quoi? Je m'attends à un couple qui se déchire, qui passe leur temps à faire des disputes, qui n'arrive plus justement à communiquer, où il y a des reproches en permanence de l'un et de l'autre, des rythmes de vie décalés, enfin voilà, des choses comme ça. Tout à fait. Et du coup, en thérapie, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on travaille sur les causes de ces disputes, les façons d'accueillir la dispute, l'émotion que ça me provoque. On va travailler sur l'empathie à la rigueur, mais dans le milieu de la dispute. Pourquoi la dispute, comment la gérer, comment l'éviter, comment les faire face et comment la surmonter. Et c'est essentiel, on est bien d'accord, puisque c'est toute la partie qu'on pourrait rassocier à la partie coping de la dernière fois. Faire avec, aller au-delà, trouver du sens, etc. C'est une porte qui se ferme, comment en ouvrir d'autres. Donc c'est une façon d'aborder la relation. Mais il y en a une autre qui est absolument géniale, justement, c'est de se dire, mais alors du coup, est-ce que la réaction aux bonnes discussions, aux bonnes nouvelles au sein d'une relation peut impacter sur la durée du couple? Et c'est ça que du coup Shelley Gebel a étudié, donc c'est-à-dire comment les couples réagissent face à une bonne nouvelle. Et en particulier, comment une personne de couple réagit face à une bonne nouvelle venant de l'autre, en fait. Donc, par exemple, bonjour chérie, je suis contente, j'ai eu une promotion au travail. Ah, super. Voilà, plusieurs réactions. Alors, il constate 4 types de réactions. Alors, du coup, réaction, là, celle que tu viens d'avoir, par exemple. Ah oui, super. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait quand même constructif, parce que c'est quand même dans le soutien, mais c'est passif. Il n'y a pas beaucoup de réactions. Donc voilà, j'ai eu une promotion, nanana, quelle autre réaction peut avoir? Mais c'est génial, mais ça s'est passé comment? Raconte-moi, vas-y, dis-moi en plus. C'est super, et voilà. Alors là, on a une réaction, toujours constructive puisqu'elle m'aide à avancer, mais en plus active. Donc soit actif, soit passif. Actif, je parle. Passif, j'écoute, mais pas plus que ça. Constructif, dans tous les cas, j'ai de l'intérêt quand même pour ce que tu dis. Donc que j'écoute ou que je pose des questions, j'ai un intérêt. Donc là, on a eu le côté actif-passif du constructif. Maintenant, il y a l'autre réaction qu'on a quand même aussi souvent dans nos entourages. Alors du coup, j'ai eu une promotion aujourd'hui, je suis trop contente. Ah bah super, ça veut dire combien de temps de travail en plus ça? Alors là, on est dans le destructif, mais en plus actif. Donc c'est-à-dire qu'elle parle pour me dire que c'est pas bien. Donc la personne trouve le moyen de trouver ce qui ne va pas dans la bonne nouvelle. Mais il peut y avoir aussi la dernière situation. Je suis contente, j'ai eu une promotion. Ouais, super. T'as été voir au courrier en fait? Voilà, aucun intérêt, indifférence totale. Et là, on est dans le passif destructif. Donc, vous l'avez compris, 2 états possibles, passif ou actif. Actif, je réagis, soit de façon constructive, soit de façon destructive. Passif, j'écoute sans plus, soit j'écoute quand même avec bienveillance et intérêt, et c'est du constructif, soit j'écoute rapidement, mais en fait je passe à autre chose, indifférence, et c'est du destructif. Donc du coup, elle constate 4 réactions possibles face aux bonnes nouvelles. Et elle se dit, est-ce qu'il y a un lien ou non avec la durée du couple, le bonheur du couple, le bonheur des individus. Et elle étudie avec ses équipes, John Haidt, entre autres, qui a écrit aussi d'autres bouquins, et ses collaborateurs. Et du coup, quel est le résultat, à votre avis? Du coup, quelle est l'attitude la plus propice au couple qui dure, qui est engagé, qui s'aime et qui est épanoui? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est la première option, à savoir être actif et constructif. Voilà, donc portez de l'intérêt, soyez enthousiaste, intéressez-vous, posez des questions, prenez le temps de faire parler l'autre des bonnes nouvelles. Et non seulement ça va faire plaisir à l'autre, donc ça augmente l'épanouissement de l'autre, ça va vous faire plaisir à vous, ça augmente l'épanouissement personnel et ça augmente la nature de la relation. Ça va favoriser un état qui peut sortir de l'état dépressif pour les personnes qui sont en état dépressif au départ, de leur faire poser cette intention de chercher les bonnes nouvelles et de les faire développer chez l'autre. Ça les habitue eux aussi à parler de leurs bonnes nouvelles, donc ça a tout un intérêt pour tout le monde en fait. Donc il faut surtout pas négliger. Plusieurs façons de s'entraîner parce que c'est plus ou moins facile selon les individus. Alors, imaginons qu'on a une personne qui est quand même encore un peu en difficulté, qui se dit oui mais comment avoir de l'enthousiasme, je sais pas moi, comment poser des questions. Donc qu'est-ce qu'on peut faire le matin? Par exemple, on se réveille, qui pourrait nous aider à conscientiser ça et à passer à l'action. Le matin, on se réveille et l'idée c'est de se dire ok, qu'est-ce que je vais faire de ma journée, qui vais-je voir et qu'est-ce qui va pouvoir se passer, et d'optimiser en fait
la journée comme ça, de cette manière, en anticipant et en visualisant. Des personnes qu'on peut croiser. Alors parce que oui, effectivement, on parle du couple, mais du coup c'est valable pour toutes les relations avec tout le monde en fait. Donc on peut vraiment, effectivement, qui je vais voir aujourd'hui. Là tu te dis, ah tiens, bah, aujourd'hui je vais voir... mon mari, parce que je me retourne. Voilà. Alors on rentre bien dans la relation amoureuse. Okay. Mais... Après je vais voir peut-être, ah bah ma soeur, ce midi je mangeais avec elle, ou ma collègue, je vais au travail. Ma voisine, mon associé. Voilà. Donc du coup, quelle bonne nouvelle potentiellement elle pourrait m'annoncer aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bien dans sa vie? Je peux me préparer à l'attente des bonnes nouvelles. On est dans ce qu'on appelle un focus, une attention, soit une attention ou une intention d'ailleurs. Une intention d'accueillir les bonnes nouvelles. Et du coup, ça va forcément favoriser l'expression des bonnes nouvelles et en tout cas vous, votre écoute dès qu'il y a la moindre bonne nouvelle qui se présente. C'est ça. Donc imaginons que vous êtes à table avec votre sœur le midi, le repas, etc. Vous aviez en tête que vous alliez voir votre sœur et vous étiez préparé au fait qu'elle va bien pouvoir me trouver quelque chose de positif à me raconter ce midi, il faut que je sois enthousiaste. Et la sœur commence en disant oh là là, ça va pas en ce moment, ok, nani nana. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Passif. Alors, en tout cas passif, après destructif, mais passif de préférence pour pas mettre trop d'intention sur les nouvelles négatives. Donc, ah d'accord. Et alors sinon, et hop, on peut passer à autre chose quand même pour aller vers le positif. Et puis d'un coup, elle dit, bon, heureusement, j'ai mon mari qui est toujours à côté de moi en ce moment, il me soutient, etc. Ah ouais, alors comment ça va avec ton mari? Raconte-moi. Et hop, on revient sur de l'actif constructif à la moindre occasion de quelque chose de positif. Et vous allez voir que ça change vraiment les relations avec les gens, quoi. Les discussions ne sont plus les mêmes, les personnes deviennent différentes face à vous, que ce soit des personnes proches ou des personnes que vous croisez, hein, parce que tu parlais aussi à la salle de sport, les personnes que tu croises, ou au travail, à la maison du bien-être, si voilà. vous avez l'occasion et le plaisir de travailler dans une maison du bien-être. En réunion, peu importe. En tout cas, dans tous les cas, plus vous porterez l'attention active et constructive sur tout ce qui est positif, et plus vous serez plutôt dans la passivité face aux nouvelles moins positives, plus vous allez améliorer les conditions, favoriser la longévité de vos relations, la bonne entente des personnes entre elles, le plaisir de l'autre, votre plaisir à vous et une vraie complicité entre vous parce que c'est quand même super agréable de parler des choses positives quand même. Un petit peu. Donc on augmente la notion de plaisir donc, par rapport aux 3 éléments de la théorie du bonheur. On augmente le flow puisque quand on parle de quelque chose qu'on aime, les discussions profondes sont favorables aussi. Ah oui, il y avait une expérience dans le livre de... Comment il s'appelle Pourquoi les gens heureux vivent-ils plus longtemps? Jordi Quedbach qui expliquait aussi qu'un facteur de bonheur dans les relations sociales est d'avoir des discussions profondes avec les gens. Les personnes qui ont plus de discussions profondes que des discussions superficielles vont développer plus de plaisir et de bonheur, augmenter leur satisfaction de vie. Donc voilà plusieurs choses que vous pouvez aborder dans cette séance. Voilà, et l'exercice du coup à proposer en fin de séance, que nous allons vous proposer aussi dans cette formation, ça va être... Alors, comment c'était formulé? En fait, l'exercice dans la thérapie, c'est de faire attention durant la semaine aux bonnes nouvelles, de partir à la chasse aux bonnes nouvelles, ce dont on parlait juste avant, et de noter sur un petit tableau, telle personne m'a dit une bonne nouvelle, voilà comment j'ai réagi, quelle a été la conséquence de ma réaction pour la personne. Et du coup, de lister toute la semaine, voilà, les bonnes nouvelles. Je réagis, la personne a réagi à ça, comment? Et du coup, la fois d'après, on discute de tout ça pour voir l'impact de cette réaction, pour ancrer encore plus. Et vous, du coup, on vous propose comme exercice de faire la même chose, mais un par jour. Comme ça, on y va. Une fois par jour, tous les matins, vous vous posez la question, si vous voulez l'anticiper, ou alors en tout cas, si ça se présente. Tous les jours, je vais réagir de façon active et constructive à au moins une bonne nouvelle d'une personne que je vais croiser dans la journée et je vais venir partager dans le groupe ce que la personne m'a partagé, plus ou moins, la façon dont j'ai réagi et ce que ça a changé ou ce que ça a apporté en tout cas pour la personne ou dans la relation. Voilà pour cette session 10. On invite bien évidemment à partir à... On fait en sorte que la personne puisse sortir avec le sourire. Rappelez-vous, une séance de psychothérapie positive, c'est sensible, agréable. La personne s'en va avec le sourire, contente d'elle et impatiente de revenir à la prochaine séance, tout comme nous. Nous vous retrouvons dans la session juste après. À tout à l'heure. À tout de suite. Donc nous voilà maintenant pour parler du coup de la 11e séance. Et comme d'habitude, on accueille, sourire, comment allez-vous? Et on fait le petit point sur l'exercice d'avant qui consistait à faire le focus du coup sur les personnes que vous rencontrez qui vous annoncent des bonnes nouvelles. Voilà, développer, s'entraîner
focalisé sur la communication positive avec des réponses actives et constructives. Donc on discute encore un peu de tout ça, ok? Et on arrive au sujet du jour. Et alors là, c'est quelque chose d'assez nouveau, qui n'était pas abordé jusqu'à présent dans les recherches. D'ailleurs, il y a très peu encore de recherches dessus, et c'est un sujet en développement. À l'heure actuelle, on tourne la vidéo, en tout cas en 2014. Et du coup, le thème, c'est, il n'utilise même pas Martin Seligman et Tayyab Rachid avec ce terme-là, mais après avoir fait des recherches, on pourrait le nommer la psychogénéalogie positive. Alors pourquoi? On va voir. Déjà, qu'est-ce que la généalogie? Peut-être certains connaissent plus ou moins. Généalogie, il y a géné et logis. Généa et logis. Donc logis, c'est la connaissance, le savoir, comprendre, etc. Et généa, ça va être les générations, donc comprendre, connaître les générations, et donc du coup familiales. Donc la généalogie, en quelques mots, c'est quoi? L'arbre généalogique. Voilà, c'est construire son arbre généalogique sans l'analyser. La généalogie pure, c'est un technicien qui va faire les liens entre les membres de la famille et construire l'arbre et savoir de qui je suis issu et les liens parentaux, les liens familiaux, les liens de sang, etc. Descendant, ascendant, descendant, ça c'est le terme, le vocabulaire utilisé en généalogie. Après, du coup, un peu plus tard, notamment dans les années 70, il y a eu des recherches de plus en plus approfondies sur la psychogénéalogie. Petite subtilité, c'est relier le trait de caractère humain par rapport à nos ancêtres en fait. Le lien entre le trait de caractère de nos ancêtres passés et le nôtre aujourd'hui. Et donc là, il y a eu une personne qui est réputée, qui a fait des grandes recherches dessus, qui s'appelle donc Anne Ancelin Schützenberger. Voilà, qui était donc une Russe, voilà, qui est née à Moscou pour la petite culture générale. Mais ceci dit, petite fierté française. Elle a étudié pendant plus de 20 ans dans l'université de Nice. Voilà, et du coup, elle a notamment beaucoup étudié tout ce qui est sur la psychogénéalogie positive, sur sa fin, alors pas encore fin de vie, parce qu'à l'heure actuelle, elle est encore en vie, mais en tout cas sur les dernières années, là, depuis les années 70. Elle a écrit des bouquins encore là en 2007 sur la psychogénéalogie et l'impact. Alors du coup là c'est vraiment orienté psychogénéalogie sur l'impact des souffrances de la famille, des difficultés de la famille sur nos souffrances et nos maux actuels. Donc du coup on est sur les blessures, les deuils, les maladies, des récurrents dans les familles, les scénarios qui se jouent mais dans la difficulté, la souffrance au sein des familles. Donc là elle est dans la libération de choses qui pourraient nous freiner dans la vie. En trouvant le lien avec le passé, ça peut nous libérer pour sortir d'un scénario, pour rompre un scénario répétitif et pouvoir créer son propre scénario en repartant à zéro, en se coupant des liens du passé par la discussion, la conscientisation de tout ça. Donc ça, c'est la psychogénéalogie normale. Et du coup, Martin Seligman et Tayyab Rachid, dans le protocole de psychothérapie positive, nous proposent une analyse de notre arbre généalogique sous son meilleur jour. Parce que ce qui fonctionne encore dans un sens fonctionne également dans l'autre. Pourquoi pas le faire aussi dans l'autre sens? Donc nous, on ne va pas faire la psychogénéalogie dont il est question d'après la méthode d'Anne Ancelin. On va vraiment s'intéresser à uniquement la partie positive dans notre protocole. Ce qui ne veut pas dire que l'autre n'est pas utile ou nécessaire, et que si la personne commence à parler des maladies dans la famille, on ne va pas non plus complètement dire « Ah non, on s'en fout ». On accueille, bienveillance, mais réponse passive, pour pas mettre trop l'accent dessus. Si on se rappelle de la formation de psychologie positive, où on aborde justement le verre à moitié avec de l'eau sombre, la psychologie positive permet d'ajouter de la couleur. Là, ce serait le cas. Vraiment, c'est complémentaire en fait. On viderait une psychogénéalogie noire, tout court, on enlève le noir. Et après, la psychogénéalogie positive, on remet de la couleur. Voilà. En focalisant sur la construction familiale des forces, des réussites, du bonheur, des facteurs qui peuvent rendre heureux, de l'espoir, etc. Tout à fait. Donc là, du coup, pendant la séance du coup, de psychothérapie positive, on va vraiment discuter, on va présenter ce qu'on vient de faire. On peut expliquer la généalogie c'est ça, la psychogénéalogie c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on va vous proposer de vous intéresser au volet positif de la psychogénéalogie. Et du coup, là, peut-être c'est le moment de faire un lien quand même, pour ne pas partir au hasard, avec l'objectif de la personne.
on s'est dit qu'il fallait quand même se rappeler que quand vous avez une personne en entretien qui vient vous voir, elle a au départ quand même 1 ou 2 objectifs en tête d'évolution, ou en tout cas elles ont pu évoluer, les objectifs évoluer au cours de vos séances, mais quoi qu'il arrive, quand vous avez fait un bilan intermédiaire du protocole, la personne a posé ses points forts et ce qui lui restait encore à travailler. Donc pensez toujours à relier tout ce que vous faites en séance quand même avec ces points à travailler pour que la personne continue à évoluer dans le sens dans lequel elle voulait évoluer au départ. On est quand même là pour l'aider à évoluer dans ses objectifs à elle. Donc là par exemple, une personne était venue parce qu'elle voudrait trouver du travail, se développer professionnellement, etc., etc. Et ça peut être aussi encore un peu... voilà. Là par exemple, si je reprends mon exemple d'hier, cette personne souhaite... elle a des troubles du comportement alimentaire et elle souhaite par exemple, mieux gérer ça en fait. Donc là, on peut chercher, alors du coup, quelles étaient les personnes qui faisaient du sport dans la famille, quelles étaient les personnes qui étaient en pleine santé, qui ont vécu très longtemps et qui avaient une belle ligne dans la famille, et qu'est-ce qu'elles faisaient pour avoir une belle ligne. Et du coup, voilà, se focaliser, faire l'arbre généalogique des personnes qui peuvent nous inspirer et dont on a issu les gènes pour prendre la conscience. Parce qu'on entend souvent dire, par exemple, dans cet exemple de la minceur, je suis obèse, c'est familial, c'est dans mes gènes. Mais parce qu'en fait, on va forcément focaliser sur tous ceux qui étaient obèses dans notre famille. Maintenant, il est probable que dans la famille, il y en ait aussi qui n'étaient pas obèses, puisque dans l'ampleur d'une famille, quand on fait la généalogie, il y a certainement des personnes qui n'ont pas été obèses. Et du coup, d'essayer de s'intéresser, de chercher les personnes qui étaient en forme, qui étaient dynamiques, qui ont réussi peut-être à mincir, etc. Et se focaliser sur les ressources familiales. Et en parler, en discuter. Sur le monde du travail, du coup, on s'intéresserait aux personnes qui ont soit réussi professionnellement et discuter sur la notion de réussite, ou alors sur les personnes qui se sont accomplies professionnellement, qui ont pris du plaisir au travail, même si de l'extérieur, ça peut parfois ne pas sembler la réussite. Alors je dis ça parce que j'ai déjà eu l'exemple, et ça me fait penser à ça, donc je vais vous le partager, d'une personne avec qui je lui demandais, alors quelles sont les personnes de votre famille qui ont réussi? Elle me dit, personne. Professionnellement, donc il n'y a pas eu de réussite professionnelle. Non, pas du tout, parce qu'il n'y en a aucun qui a réussi à être entrepreneur. Ils étaient tous salariés, etc. Donc, pour vous, la réussite, c'est d'être entrepreneur. Ok. Oui, c'est sûr, voilà. Ok, donc si on sort maintenant de cette image-là de la réussite, si l'image de la réussite pour les membres de votre famille n'était pas celle-là, est-ce que vous pensez que certains étaient heureux dans leur travail et pouvaient considérer leur travail comme une réussite pour eux-mêmes? Et là, elle me dit, oui, si, j'ai eu un oncle qui était agriculteur et vraiment, je pense qu'il... en fait, si, finalement, ma tante, elle faisait ça et... Oui, si, en fait, quelque part, ils étaient tous bien dans leur contexte professionnel, mais c'était pas une réussite pour moi, ça ne serait pas une réussite si je faisais leur parcours, mais pour eux, c'était quand même une réussite, en tout cas pour certains. Et là, on a pu travailler sur, alors pour eux, pourquoi c'était une réussite? Parce que ça correspondait à leurs valeurs, parce que c'était leur choix, que personne leur a imposé. D'accord, donc là, ça c'est vos facteurs de réussite finalement, on les retrouve là. Et du coup, on peut lui reposer la question par rapport à... Donc là, j'ai demandé, alors pour vous, qu'est-ce que c'est que pour vous vous épanouir, en quoi vous pouvez choisir? Et on se réapproprie, voilà, toutes les forces. Vu que la famille a réussi, je peux peut-être y arriver moi aussi, et hop, je me nourris des ressources familiales. Donc on peut le faire sur le thème de la minceur, sur le thème professionnel, social, amoureux, les couples qui ont le plus duré, qui ont été les plus heureux dans la famille. Donc on étudie les couples qui ont fonctionné, les enfants qui ont été les plus épanouis, qui ont réussi scolairement, qui a eu des diplômes, qui a eu ça, voilà, peu importe selon le thème et les objectifs de la personne. Donc du coup, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps parce que c'est un sujet en général qui passionne beaucoup les gens. Alors pour l'avoir testé à plein de reprises, et même nous, entre nous dans les couloirs avec des gens, c'est le genre de discussion qui peut vite prendre du temps. Donc canalisez bien le temps de cette séance. Parce que c'est très intéressant, mais du coup, c'est vrai que ça passe vite. Donc peut-être leur proposer, déjà dans un premier temps, l'exercice à proposer après la séance, c'est de commencer déjà à faire un arbre généalogique si la personne n'en a pas fait. Donc dans un premier temps, papier et crayon. Alors toi, tu l'as déjà fait une fois. Moi j'ai réalisé pour moi. Ouais, et du coup, moi je ne l'ai pas encore fait complètement pour moi. Mais rien que ça, la partie juste généalogique, de faire l'arbre, ça prend quand même du temps. Ça prend du temps. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant, ça permet d'avoir des discussions différentes avec les membres de sa famille en fait. Voilà, donc du coup déjà juste créer un lien avec la famille pour essayer de reconstruire un arbre. Après, du coup, si on pose l'intention sur un trait particulier, on peut, et là l'exercice proposé dans le protocole, s'intéresser aux forces de caractère précisément. Donc
selon le test des forces de caractère. Donc là, plusieurs possibilités. Soit on peut le faire soi-même, si on veut pas, ou qu'on ne peut pas appeler les membres de sa famille, pour X ou Y raison. On peut imaginer ou se rappeler les forces en prenant peut-être la liste des 24 forces de caractère. Tiens, qui était comme ça dans la famille et je mets les forces un peu partout, ou à l'inverse, quand je pense à telle personne, quelle force elle avait. Et je construis, donc là à partir de ta feuille d'arbre généalogique, après c'est plus que comparer une liste de forces avec les noms. C'est ça, tout à fait. Donc, ça prend encore du temps. Alors ce qui est intéressant, et du coup ça me permet de faire le constat, là je le fais à l'instant, c'est qu'en fait quand j'ai réalisé ça, j'avais une partie de ma famille maternelle, donc avec ma grand-mère, et par contre du côté paternel j'avais plus de membres. Du côté de la famille maternelle, ce sont plutôt des actifs qui ne sont pas forcément constructifs. Néanmoins, les amener dans ce cadre-là à parler des personnes qui ne sont plus là pour parler, ça l'a amené à être constructif en fait. Elle a réveillé le meilleur de votre propre famille. Exactement, en fait, parce qu'elle a pense vraiment de présenter tous les meilleurs aspects de ce qu'elle se rappelait du côté de paternel. Et du coup, c'est finalement un bon constat. Donc du coup, prenez le temps, soit de l'imaginer vous-même, soit effectivement de commencer à poser des questions, mais en portant vraiment l'attention sur ce qui fonctionne. Parce que par contre, très vite, ça va arriver à « Ah oui, mais alors par contre, avec tante machin, c'était pas la même chose. » On refocalise. Ok, non mais là, vraiment, comme j'ai pas beaucoup de temps, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de trouver des forces. Ça, c'est un travail que j'ai vraiment envie de faire dans ce sens-là. Et hop, vous allez voir que ça va faire du bien à tout le monde au final. Parce que ça fait toujours du bien de parler des choses qui vont bien dans une famille. Et je pense que finalement, si elle s'est adaptée à ça, c'est parce que de nature, moi, positive, et à force d'être dans cette dynamique, j'ai automatiquement, naturellement orienté là-dessus. Voilà, tout à fait. Donc du coup, première étape, l'arbre généalogique. Deuxième étape, commencer à trouver des forces. Troisième étape, en parler avec les gens pour leur demander de vous aider à remplir l'arbre généalogique. Et après, l'étape summum, si on y arrive, c'est d'organiser, une fois qu'on a commencé à bien compléter l'arbre généalogique des forces de la famille, un petit repas de famille, une rencontre, pour présenter l'arbre de la famille et du coup voir les réactions et aussi compléter, parce que du coup chacun va compléter de sa force, va réagir, va discuter, et en posant vraiment l'intention de réaliser l'arbre des forces de la famille et pas de mettre en question les forces, parce que ça peut avoir beaucoup de mouvements dans une famille, vous doutez bien. Donc là, c'est possible dans certaines familles, peut-être moins dans d'autres. Donc voilà, c'est à adapter en fonction des conditions. Vous pouvez le proposer du coup à la personne qui vous accompagne. Pareil, voilà, en fonction de ses possibilités, chaque chose en son temps. Je pense que cet exercice-là n'est pas forcément faisable dans la semaine, par exemple, avant le prochain rendez-vous. Mais peut-être, en tout cas, dans un premier temps, dessiner l'arbre et mettre les forces qu'on soupçonne nous de notre famille. Étape par étape, ça peut être envisagé étape par étape. Exactement. Moi, pour ma part, en fait, je me suis posé la question comment je pourrais m'y prendre dans ma famille. Et je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de le faire avec mes enfants et mes parents déjà dans un premier temps, ensemble. Donc se dire peut-être un dimanche, je me pose en famille et on réfléchit. Et avec mes enfants, je leur montre l'arbre généalogique et on pourrait même trouver des photos de chaque personne de la famille pour leur faire comprendre un petit peu la construction et leur dire alors, on pourrait essayer de se rappeler c'est quoi les qualités. Alors pour vous, c'est quoi vos forces et vos qualités. Donc on adapte au vocabulaire des enfants. Et alors papa et maman, c'est quoi leurs forces et leurs qualités. Et papy et mamie, et alors l'autre mamie, c'est quoi, et etc. Après, quand ils connaissent plus, alors moi, je vais dire pour ma tante, pour mon oncle, et puis après, j'ai demandé à mes parents, et pour leur grand-tante et grand-oncle, et on construit tous ensemble, et du coup, ça peut être un moment vraiment, je pense, convivial, et utile aussi bien pour mes parents, pour moi, que pour mes enfants. Et ça crée du lien, ça renforce, ça valorise tout le monde dans ses forces, et ça donne vraiment une ressource qui s'associe inconsciemment comme si ça venait du génétique en fait, et du coup ça ancre vraiment en nous finalement sur le plan inverse, on a tendance à le faire naturellement sans focaliser, sans avoir appris en fait. Exactement. Alors que là on va inverser les choses, donc là il va falloir apprendre à faire, mais ce qui vraiment fonctionne dans un sens fonctionne dans l'autre. Voilà. Donc l'exercice qu'on vous propose à vous cette semaine, c'est déjà dans un premier temps de faire votre arbre généalogique et de commencer à trouver les forces des différentes personnes de votre arbre généalogique, alors pas forcément sur des dizaines de générations, au moins déjà sur 2-3 générations, ce que vous pouvez en tout cas, et venir partager juste la réflexion, le constat. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ressortent assez intéressantes. Alors, s'il me reste encore un tout petit peu de temps, je pense que c'est bon. J'ai l'exemple d'un homme en fait à qui je lui ai proposé de faire cet exercice et qui, au départ, me disait « Oh là là, alors du côté de mon père, ça est vite fait, il n'y a rien. » Enfin voilà. J'ai « Ok, là on va sortir juste de l'émotionnel. Si c'était pas vous,
qui faisait l'exercice, mais une personne extérieure. Parce qu'il m'avait déjà dit, par exemple, mon père, tout le monde le voit comme quelqu'un de super, mais en fait, voilà, il y a la face cachée. Et du coup, ils ont vraiment... je l'ai amené à se mettre à la place de ces personnes extérieures qui voient son père de l'extérieur, pour que lui-même puisse focaliser sur le positif. Et du coup, il m'a dit, oui, bah, dans ce cas-là, mon père, il est ça, ça, ça. Et alors ma grand-mère, bah oui, forcément, elle a été de ça, etc. Et puis du coup, lui, sa problématique était autour du développement professionnel, la compétence à se lancer, etc. Et sa difficulté première, c'était, mon père me disait toujours, mon pauvre, tu vas jamais y arriver comme ça, mais t'es nul ou quoi, réfléchis, tu fais pas bien, et il remettait toujours en question. Donc du coup, la personne avec qui je travaillais se sentait dévalorisée et en manque de confiance. Et quand elle a fait ce travail-là, où elle a vu son père, bah oui, c'est quelqu'un de perfectionniste, engagé, qui va jusqu'au bout des choses, qui ne lâche pas prise, et qui est professionnel jusqu'au bout, etc., qui réussit professionnellement. Et du coup, à la fin, on amène à la question, alors, parmi toutes les forces de l'âme, quelles sont celles que vous avez ? Et là, d'un coup, et par contre, sa mère, elle est gentille, conviviale, attachante, et douce, et à l'écoute, humaine, etc. Et alors, quand j'arrive à lui, je dis, ok, bah alors maintenant, si on prend de tout ce qui est en haut, professionnellement par rapport à votre objectif, qu'est-ce que vous avez et qui vous est utile ? Bah, je suis déterminée, je suis perfectionniste. Et en fait, il avait hérité de toute la partie de son père qui lui était utile. Même si son père lui disait « tu es nul », bah, il lui a montré un modèle de perfectionniste et de réussite. Mais grâce à l'équilibre avec sa mère, il va y mettre de l'amour en plus au lieu de l'écrasement. Voilà. Et après, du coup, on a parlé de son fils. Et c'était intéressant parce que, alors, votre fils, est-ce que vous voulez qu'il réussisse et comment il va réussir professionnellement ? Ah bah oui, il faut que je lui apprenne à résister et tout ça. Je dis, ah, là, vous allez faire comme votre père alors. Ah oui, mais non, parce que par contre, je lui ai montré avec amour comme ma mère. Et du coup, il était hyper content de se dire, je vais pas lui dire l'opposé de mon père. Je vais quand même lui dire la même chose que mon père, sauf que je vais dire à ma façon, et pour que mon fils me vive mieux que moi, je ne l'ai vécu. Je vais lui dire l'association de mon père et de ma mère. Et donc, c'est voilà, une construction qui, d'un seul coup, peut changer le regard. Et à la fin, il avait presque de la gratitude pour son père, alors qu'il était très en colère avant contre son père. Donc voilà, par exemple, mais après il y a des dizaines d'autres exemples possibles sur une séance. Et nous vous invitons, si jamais vous testez une séance de psychogénéalogie positive, à venir nous partager vos résultats parce que c'est vraiment quelque chose quand même de nouveau. Il y a peu de témoignages, donc voilà, nous on est preneurs de tous vos résultats, que ce soit demain, dans 1 an ou dans 6 ans. Si vous le faites, tenez-nous au courant. C'est toujours intéressant de regrouper toutes ces expérimentations et ces retours d'expérience professionnelle. Voilà pour cette séance. On conclut bien évidemment la séance, on invite la personne à faire l'exercice, on donne rendez-vous pour la séance numéro 12. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Nous voilà maintenant pour cette séance numéro 12 qui du coup va traiter d'un sujet fort passionnant qui est la mindfulness, ou en français, la pleine conscience. C'est ça, heureusement que tu l'as dit, j'ai eu un trou de mémoire. Donc du coup, on arrive à la 12e séance sur 14, donc il faut vraiment commencer à imaginer que là, vous suivez la personne depuis 12 semaines, donc vous commencez à bien la connaître, il y a des habitudes prises, la personne a certainement vraiment beaucoup évolué. Et en même temps, on commence un peu à détacher puisqu'il va y avoir une sortie de bulle dans pas longtemps. Donc voilà, on valorise vraiment l'autonomie de plus en plus. Alors comment allez-vous ? Ça va ? Nanana, ok. Exercice à faire de la dernière fois, donc du coup vous avez valorisé les moments positifs. Non, c'était quoi l'exercice d'avant ? On venait de parler. On a la généalogie, les forces de caractère de famille. Donc vous parlez, vous faites le petit retour de l'exercice, on prend le temps, on valorise de plus en plus l'autonomie à chaque occasion. Ça c'est important. Vous voyez, vous avez réussi, c'est super. Ah, quelle bonne idée vous avez eue, quelle belle initiative. Et on y va de plus en plus. Et oui, voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est actif, constructif. Voilà. Donc du coup, ok, le thème de la séance d'avant, ok, psychogénéalogie positive, on arrive au bout de la conclusion et on arrive au thème du jour qui est donc la pleine conscience, la mindfulness. Première étape, comme d'habitude, est-ce que vous connaissez la pleine conscience, la mindfulness ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce que vous en connaissez ? Est-ce que vous avez déjà pratiqué ? Voilà, on discute. Toujours cette étape de discussion. On ne l'a pas dit encore avant sur la généalogie ou la psychogénéalogie. On peut tout à fait poser la question à la personne, ce qu'elle connaît déjà à chaque fois. Après, du coup, la mindfulness. Alors, le nom, mindfulness, la personne qui est souvent citée, qui est donc Jon Kabat-Zinn. Voilà. Et la définition qu'il en donne, en tout cas, une des définitions qu'il en donne, c'est qu'il s'agit de l'attention portée délibérément avec 3 particularités. Voilà. Donc, la première,
délibérément. Donc ça veut dire librement, on ne lui a pas imposé. Je choisis, il est vraiment. Je choisis de me balader dans la nature et de regarder avec pleine conscience les arbres, mais c'est mon choix. Je choisis de lire un livre que j'aime, mais parce que c'est mon choix. Donc délibérément. Deuxième, c'est dans l'instant présent. C'est l'attention portée de façon délibérée et dans l'instant présent. Donc c'est ici et maintenant. Donc je suis dans la nature et c'est l'attention que je porte au moment où je suis dans la nature de ce que je vis à l'instant présent et voilà, le plaisir de l'instant présent. Ou pas le plaisir d'ailleurs, puisque le troisième c'est justement sans jugement, sans jugement de valeur, sans évaluation, c'est accueillir avec bienveillance tout. Donc par exemple, j'accueille que ce matin, je me suis réveillée avec un état de tristesse. Je l'accueille, c'est comme ça. Je ne juge pas. Je suis dans l'écoute. Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Pas de culpabilité, pas de voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, les différents niveaux d'écoute et de pleine conscience. Alors, tu as parlé du corps. Comment je me sens dans mon corps ? Fatiguée, j'ai des tensions, je suis en forme, j'ai le visage vraiment réveillé, au contraire j'ai mes yeux bouffis, aujourd'hui j'ai mal à mes mains, ou j'ai de l'arthrose, enfin voilà, selon les gens, mais en tout cas c'est ma relation avec mon corps, ma mobilité, mes mouvements, etc. Donc pleine conscience de mon corps en tant que corps physique. Deuxième niveau, au choix, après le corps, l'esprit par exemple, parce qu'il n'y a pas un qui est prioritaire sur l'autre, on a bien compris. Alors, ça va vous parler, là il n'y a rien de très nouveau, mais en tout cas c'est la pleine conscience de mes pensées, mes idées, tout ce qui me traverse l'esprit quand je suis là et que je pense aussi à autre chose. Je suis en silence et qu'est-ce qui me vient dans la tête en fait ? Ça peut être une image, ça peut être un souvenir, ça peut être une phrase, ça peut être... voilà, mais en tout cas, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête à l'instant présent. Donc je suis dans la nature, si on regarde l'exemple de la nature, j'ai mon corps qui est dans un état et d'un coup, je vais penser aux oiseaux et ça va me faire penser, ah oui, à un cours de quand j'étais jeune sur les oiseaux. Et puis je vais voir les arbres, je vais dire, ah ouais, les arbres, ça fait du bien quand même. Et tout ce qui se passe dans ma tête, j'accueille sans tout ce qui se passe à l'instant présent, sans jugement et délibérément, tout ce qui se passe en moi, corps, esprit et le cœur. Badaboum. Voilà. Émotionnellement, qu'est-ce que je ressens ? Et là, on est sur des émotions. Donc, je suis heureuse, je suis triste, je suis joyeuse, je suis exaltée, enthousiaste, surprise, enfin voilà, toutes les notions d'émotion, mais déjà, on va commencer à faire un lien avec l'intelligence émotionnelle. Il faut déjà avoir des mots pour identifier tout ça. Les personnes n'ont pas forcément de facilité à mettre des mots sur tout ce qui se passe en eux, aussi bien dans le corps, dans la tête que dans l'esprit. Donc nous, on utilise pas mal des outils pour faciliter la discussion, comme les photolangages ou des listes de mots déjà faits, et on leur demande par rapport à tous ces mots d'émotion, par exemple lesquels vous ressentez, pour les accompagner si jamais vous avez une personne qui a du mal à exprimer des émotions ou des sensations physiques. Donc n'hésitez pas à avoir des supports pour compléter cette séance-là. Donc voilà, on amène la personne à exprimer tout ce qu'elle ressent, ici et maintenant. Donc ça peut être dans un premier temps, dans la séance, c'est de lui poser la question. Bonjour madame, alors du coup on va parler de on fait l'exercice, aujourd'hui on va avoir la pleine conscience, qu'est-ce que pour vous la pleine conscience ? Si on devait commencer peut-être par quelque chose, là, vous ici et maintenant, qu'est-ce que vous pourriez me dire comme sensation au niveau de votre corps ? Donc là, je sais pas, par exemple, comment tu te sens dans ton corps, Anna ? Alors, en 2-3 mots. Oui, elle me connaît. Là, je me sens avec le visage qui me gratouille parce que je fais une réaction allergique à je ne sais quoi. Voilà, okay. Et du coup, quand tu parlais du visage gonflé le matin, ça m'a parlé tout à l'heure. Voilà. Parce que le matin, j'ai le visage gonflé. Là, il me gratte en fait. Et là, vous voyez, moi, j'ai pas de bien ou pas bien, elle non plus, on est juste dans un constat. D'accord, ok. Et alors, du coup, émotionnellement, une ou deux émotions là qui... Ah ben, je me sens quand même joyeuse. Voilà, malgré tout. Au niveau des pensées, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Ah ben là, du coup, vu que je refocalise sur mon gratouillage de visage, je me dis, bah tiens, c'est quand même quoi qui a fait que j'ai des questions. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça me gratouille ? Je cherche des solutions dans ma pensée. Voilà. Là, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, quoi que la personne réponde. C'est bien, puisque c'est sa vérité. Donc, on accueille la vérité de la personne dans sa pleine conscience de l'instant présent. Et c'est seulement à partir de là que la personne, une fois qu'elle arrive à faire ce type d'exercice, qu'elle peut travailler sur tout ce qu'on a vu jusqu'au début, c'est-à-dire
tous les points forts, on va les valoriser, on va créer du lien avec sa famille, avec l'espoir, enfin tout ça, l'identifier le positif et tout ce qui n'est pas très agréable, on va travailler sur la résilience, le faire avec, le coping, le lâcher prise, etc. Le passage à l'action avec un plan d'action de satisfaction personnelle. On refait le lien avec tout ça, peu importe. Il y a plein d'outils qu'on a pu voir, mais il faut déjà pour ça savoir s'écouter. C'est ça. Donc du coup, on focalise la personne à l'écoute d'elle-même. Alors du coup, petite subtilité, encore une fois, hein, dans le protocole de psychothérapie positive, par rapport à la mindfulness traditionnelle. Donc certaines personnes l'appliquent déjà en tant que telle, mais là en tout cas dans cette séance-là, on va l'aborder de cette façon-là. Mindfulness, du coup, c'est la prise de conscience choisie de l'instant et sans jugement. Et l'objectif de la mindfulness et de la pleine conscience, c'est quand même d'augmenter et de faire durer plus longtemps les émotions les plus positives. Donc du coup, ça va être qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble pour augmenter dans la durée et en intensité les émotions positives de la personne qu'on accompagne. Pour ça, il y a un exercice assez simple qu'on peut leur proposer et on peut le faire en séance. Donc du coup, ça serait par exemple, Anne-Laure, est-ce que tu as une activité agréable qui est prévue dans les jours prochains? Oui. Est-ce que tu peux en partager une? On dévoile un peu de nous des fois dans ces formations. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va répondre. Tiens, si par exemple, ce soir je suis très très contente parce que j'accueille des personnes à prendre un petit verre à la maison et voilà. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vues et je suis très contente de ça. Donc une action, un moment agréable qui est prévu dans les jours, maximum jours à venir dans un premier temps en fait. Donc du coup déjà, la pleine conscience de penser à cet événement, comment tu te sens, et là on refait l'exercice, qu'est-ce que ça t'amène dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit en pensant à cet événement à venir. Du coup, elle ferait cette petite analyse, on va gagner du temps. Et après, du coup, on va lui dire, ok, super, on se donne rendez-vous la fois prochaine pour voir comment vous l'aurez vécu cet événement-là, en pleine conscience du plaisir que vous allez prendre dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit. Et soyez à l'écoute de tout ça au maximum, en prévision de cet événement. Donc de demain soir, c'est ça? Ce soir. Donc ce soir, donc déjà dans la journée, comment tu vas te préparer à ça et la conscience de la préparation de ce moment-là. Préparation vraiment peut-être matérielle, acheter de l'apéro ou autre. Préparation déco de la table, mais juste préparation mentale. Ah, ça y est, dans une heure, c'est voilà, tout ce qui va se passer en amont. Et ensuite, le moment présent, comment je vais me sentir dans mon corps pendant ce moment-là. Et après coup, une fois que je vais fermer la porte et qu'ils vont rentrer, je vais me coucher dans mon lit, comment je vais me sentir. Et voilà. Et le lendemain, du coup, venir nous partager dans le groupe comment c'était, comment tu te sens après coup. Et vous voyez que d'un simple moment, là, une fois, une soirée, boire un verre, classique, on pourrait juste dire, oui, demain je vais boire un verre, enfin ce soir je bois un verre. Puis le lendemain, oui, hier j'ai bu un verre. Vous voyez, c'est pas pareil. Là, si on met l'intention du plaisir avant, pendant et après, ça démultiplie l'intensité positive en durée et en intensité. Donc ça, on va le faire avec la personne en rendez-vous. Et ensuite, l'exercice qu'on va lui proposer, ça va être du coup, quel exercice on peut proposer? Il y en a même plusieurs, mais... déjà, de tenir, justement, on pourrait proposer de tenir un petit carnet de bord sur tous ces événements-là et de noter en pleine conscience, justement, ce qu'elle ressent, que ce soit dans le corps, dans l'esprit ou dans le cœur, de faire peut-être même un avant et un après. Le pendant, on va éviter parce que sinon, on n'est pas en pleine conscience, justement. Mais vraiment de faire un avant-après, voilà, et de voir et de le partager si on en a envie ou de le garder. C'est pas obligé. Voilà. Et du coup, ça peut se faire à différentes échelles. Donc voilà, et effectivement, du coup, l'exercice qu'il propose Martin Seligman et Tayyab Rachid, concrètement, a proposé à faire entre la séance, du coup, là on est dans la séance 12 jusqu'à la séance 13, ça va être de faire une petite liste des actions à mettre en place, comme on disait, soit sur la semaine ou sur le jour. D'ici la prochaine séance, quelles seraient les actions? Et donc ça, on peut peut-être le faire pendant la séance, sur la fin de séance, et en tout cas commencer pour donner le ton et les idées. Donc dire alors qu'est-ce que vous pourriez avoir comme actions agréables qui vont se dérouler dans les jours suivants. Alors là moi je sais pas si je devais me poser la question parce que vous allez voir qu'au début c'est pas forcément instinctif tout le temps de trouver plusieurs actions. Donc je dirais tiens ce week-end je vais me prendre un bon bain, je vais aller faire une balade à la plage avec mes enfants. Je vais regarder des séries télé avec mon homme. Voilà, c'est tout un tas de petites actions comme ça qu'on peut se lister et commencer à le faire avec la personne à la fin de l'entretien pour qu'elle-même puisse compléter. Et après,
Si vous le sentez, vous pouvez éventuellement lui donner un objectif chiffré si pour elle c'est plus confortable, mais ça dépend des personnes. Donc toi tu préférerais par exemple quand je te dise de trouver 10 actions, que je te laisse libre de trouver des actions. Tu vois, je pense que c'est très variable selon les personnes. Alors moi le truc c'est que pour quelqu'un qui aime sortir du cadre, là pour le coup j'ai besoin d'un cadre. Ça me rassure de ça. En fait je crois que j'aime bien les chiffres et que du coup de savoir combien ça me structure. Donc là, vous voyez que poser la question à la personne, c'est elle qui a la réponse la meilleure pour elle-même en fait. Donc vous pouvez lui proposer, vous préférez quoi? Je vous donne voilà, un chiffre et on part sur une dizaine d'actions. Et même là, si je te disais, on part sur 30 actions, ça vous va? Tu vois, et là tu me dirais... C'est un petit peu beaucoup quand même, madame. Alors 15, ça irait? Oui, déjà? Une dizaine? Oh oui, là c'est parfait. Voilà. Et hop, on aligne, on se met d'accord, on co-crée, on est vraiment dans la co-création aussi des exercices. Nous, on propose d'après le protocole, mais il faut complètement toujours adapter à l'autre, co-construire, parce que là, le but, c'est de la rendre autonome. Et là, on lui dit, ah, c'est bien, vous voyez, vous arrivez à identifier vos limites et vos besoins. Et du coup, quand vous continuerez au-delà du protocole et de cette thérapie, vous allez pouvoir continuer à vous fixer ce type d'objectif et ce sera bon d'ailleurs de vous fixer des chiffres puisque ça a l'air d'être important pour vous et de vous mettre des quantités raisonnables par rapport à vous-même. Donc on utilise tout ce qui se passe et on pose des questions à la personne en permanence, on n'impose rien. On propose, on ajuste ensemble, c'est la personne qui valide. D'ailleurs, on peut tout à fait, en fin de séance à chaque fois, demander à la personne de faire la synthèse de sa séance. Et alors du coup, si on résume, qu'est-ce que vous retenez de cette séance? Pour faire 2-3 petits rajustements éventuellement, mais surtout pour lui faire ancrer tout ce qu'elle a retenu. Et ensuite, alors, et du coup, pour la prochaine fois, qu'est-ce que vous avez à faire? Ben là, par exemple, alors du coup, qu'est-ce que vous auriez à faire si on fait le résumé pour la prochaine fois? Eh bien, pour la prochaine fois, je refais ma liste de petites choses que je vais prendre plaisir à faire, du coup. Et puis peut-être en avoir fait quelques-unes. Voilà, et du coup je pourrais justement vous présenter ce que j'aurais réussi à faire. Voilà, donc vous voyez, c'est comme ça que ça se fait. Et que du coup on va vraiment pouvoir avoir un échange, mais de plus en plus vers l'autonomie, plus on avance dans les séances. Donc du coup, forcément, nous, dans la formation, on va vous proposer un exercice un peu équivalent. Et là, pour le coup, rendez-vous tout de suite, un peu, si vous pouvez, après la session, pour lister au choix, si vous préférez une dizaine d'objectifs, si vous pensez pouvoir en mettre plus, si déjà 3, ça vous va bien, tant mieux. Si les nombres vous importent peu, vous listez ceux qui vous viennent. Faites comme vous le sentez pour vous. Et du coup, listez sur le groupe les actions agréables que vous comptez faire d'ici la fin de la semaine. Et ensuite, quand vous les aurez mises en place, venez partager les émotions avant, pendant, après que vous avez ressenti en pleine conscience, les impacts sur le corps, le cœur ou l'esprit que vous aurez ressentis. Voilà pour cette 12e séance. Voilà, du coup, si on résume, on a vu la 10, 11, 12, tout ce qui est lié à la relation à l'autre quelque part, et à la communication positive, la relation avec la famille, l'ancrage de la famille, la généalogie, là, la relation avec soi-même aussi, le plaisir de faire les choses, la pleine conscience de faire les choses. Dans une thérapie, sachez qu'il va souvent y avoir, la plupart vous devez le savoir, parce qu'a priori vous êtes plutôt thérapeute, vous savez que du coup il est souvent question des relations aux autres ou de la relation avec soi-même. Donc c'est une question de relation. Donc dans la théorie du bonheur de Martin Seligman, au départ il était question des 3 points plaisir, engagement et sens. Et sur les dernières versions de ces théories, donc plus récentes, il a rajouté le côté relationnel et le côté réussite. Donc là, on est vraiment dans la partie relationnelle. Et du coup, c'est important de prendre le temps d'échanger sur la relation aux autres. Et alors, quelque chose qui n'est pas forcément simple pour les personnes, c'est de développer la bienveillance pour soi et pour l'autre. Donc là, c'est pas forcément le thème qui est traité pendant une séance, mais c'est quelque chose de fond à ramener à avoir en tête régulièrement. Voilà, bienveillance et non-jugement pour soi et pour l'autre. Alors peut-être que pour avoir une petite ressource qui pourrait vous aider dans ce sens-là, si vous ne connaissez pas, il y a Juliette Tournant, qui a d'ailleurs une conférence en vidéo sur Internet, si vous voulez voir, sur la théorie de la stratégie de la bienveillance, qui est vraiment très intéressante. Donc si vous ne connaissez pas, on vous invite, le bonus du jour, à découvrir, parce que nous on s'en sert vraiment beaucoup et on le transmet beaucoup et on se rend compte que ça change vraiment beaucoup de choses dans les relations humaines. Voilà. Donc du coup, comme là on est vraiment dans ces relations à soi et à l'autre, la stratégie de la bienveillance, c'est vraiment une stratégie d'équilibre entre
moi et le besoin de l'autre et mon besoin à moi, le plaisir de l'autre et mon plaisir à moi. Donc voilà, c'était la petite touche finale de cette vidéo. Sur ce, eh bien, nous n'avons plus rien à rajouter. Nous allons vous souhaiter une bonne continuation dans votre activité. Et on se retrouve pour la dernière session, puisque là encore, nous aussi, nous allons commencer à favoriser l'autonomie. Donc, libre à vous de commencer à partager dans le groupe vos retours d'expérience aussi, hein, si vous commencez à appliquer, et à partager aussi vos connaissances, vos compétences, vos outils, vos ressources, puisque l'ensemble du groupe qui se crée dans cette formation va durer dans le temps au-delà de la formation et elle peut continuer grâce à vos partages. Donc s'il y en a qui ont des choses à partager, des nouveautés à partager dans le groupe, n'hésitez pas, les autres seront toujours intéressés par ce que vous partagerez. Et vous, n'hésitez pas à regarder ce qui va se partager dans le groupe quand les sessions seront terminées. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine. Et à très bientôt. À très vite pour la prochaine session. Salut!